Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, une émission toute spéciale en direct le 16 mai. Donc, on est au 3e Forum citoyen en santé mentale qui porte le titre « Un toit, un quartier, notre communauté ». On aura à notre micro plusieurs participants au colloque, des gens fort intéressants sur la question justement du logement et de la santé mentale. Alors tout ça dans la prochaine heure de Folie douce. Demeurer des nôtres et aussi aujourd'hui, c'est une émission spéciale puisqu'on est devant un public, donc dans un auditorium au Centre Houssin. Demeurer des nôtres, on poursuit dans quelques instants. Présentement, l'émission spéciale Folie douce, en direct du 3e Forum citoyen en santé mentale. Bien voilà, donc, tel qu'annoncé, il y a un public, on vous entend? Oui. Donc, un beau public qui s'intéresse à la question de la santé mentale d'abord, mais aussi au logement, à son chez-soi, en fait. C'est pour ça que le 3e Forum citoyen porte le titre « Un toit, un quartier, notre communauté », un événement organisé depuis de nombreuses semaines. Et j'ai avec moi notre premier invité, qui est Paul Morin. Bonjour, M. Morin. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. On est ici donc pour parler de logement. Vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke. Vous avez de nombreuses recherches sur le domaine. J'aimerais justement voir pourquoi, d'abord peut-être la première question qui est un peu large, mais pourquoi on s'intéresse au logement? Pourquoi il faut s'intéresser en fait au logement et à la santé mentale? Écoutez, le logement est un déterminant social de la santé et du bien-être et bon, on a juste à penser aux personnes qui sont itinérantes, là, sans toit, à quel point ça affecte leur santé mentale. Donc, avoir un toit, c'est un impératif pour avoir une vie qui est digne d'être vécue. Et est-ce que c'est nouveau qu'on comprend l'importance? Il y a un participant un jour qui me disait pour moi, le rétablissement commence au moment où je vais comme stabiliser en fait mon environnement, mon chez moi. Écoutez, oui, il y a eu moi, ça fait quand même un bon bout d'un certain nombre d'années, une trentaine d'années là, que je m'intéresse au domaine de la santé mentale. Et bon, les années 60-70, quand on pensait par rapport aux gens qui ont des problèmes de santé mentale sévères, on pensait hébergement. Et même, bon, moi, j'enseigne à l'école de travail social à l'Université de Sherbrooke, et c'était bien connu, les travailleurs sociaux, c'était des placeux. Donc, on plaçait les gens et on les plaçait en pavillon, en famille d'accueil pour la vie et on pensait que finalement, que ces personnes-là, finalement, c'était ce qui était bon pour elles. Or, aujourd'hui, il y a eu un changement paradigmatique. On met beaucoup plus l'accent sur le fait que la très grande majorité des gens qui ont des problèmes sévères de santé mentale peuvent avoir un appartement, évidemment modulé. Il y a du soutien qui doit être modulé, mais d'abord et avant tout, quand on demande aux personnes ce qu'elles souhaitent avoir, c'est la même chose que vous et moi, elles souhaitent avoir un logement. Donc, de plus en plus dans le réseau, on met l'accent, on ferme les familles d'accueil, des pavillons, et on met l'accent sur le logement. Malheureusement, le logement, au Québec, il y a des conditions qui sont pas toujours faciles pour avoir du logement subventionné. On est en Amérique du Nord, on n'est pas comme dans certains pays européens où il y a du logement subventionné. Un des participants tantôt a dit qu'il a attendu 7 ans pour avoir un HLM. Donc, il faut connaître la liste d'attente ici à Montréal au niveau des HLM. Et il y a HLM, mais il y a aussi ce qu'on appelle des programmes suppléments loyer dans le secteur marchand où les personnes peuvent avoir accès à un logement anonyme. Donc, les gens veulent du logement. Le problème, c'est les conditions matérielles. Et bon, malheureusement, les personnes, excusez l'expression, mais les personnes qui ont des problèmes de santé mentale peuvent souvent se ramasser dans des trous. Excusez l'expression, mais ça existe encore. Pas juste pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais il y en a des logements qui sont insalubres avec des prix qui sont absolument abominables. Donc, un des enjeux majeurs, c'est peut-être, oui, la construction de nouveaux logements, mais aussi peut-être l'accès au niveau du coût, parce que le coût, il y a eu une explosion de prix de logements ces dernières années. C'est pas évident de gérer un budget avec ça. Hein? Tout à fait, oui. Les conditions matérielles, si on appelle le gros chèque, c'est quand même, si on a 25 de notre pas de subvention, mais de nos revenus qui passent pour le logement, c'est déjà mieux.
Mais on parle du logement, mais bon, qu'est-ce qui va rester pour avoir accès à d'autres biens? Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le logement, oui, c'est important, mais comment le logement peut-il devenir un vecteur d'intégration sociale? Parce que le logement, on peut être aussi claquemuré dans ces quatre murs et être complètement isolé. Donc, le logement, c'est multidimensionnel et oui, c'est important d'avoir accès à un logement et en même temps, parce que le logement, c'est l'intimité, c'est la sécurité, c'est son identité, on se l'approprie. Et donc, ça, c'est un passage, je pense, que tout le monde veut vivre parce qu'effectivement, notre chez nous, notre chez soi, c'est fondamental dans notre vie. Mais il faut aussi avoir en tête que le logement, malheureusement, c'est pas suffisant si effectivement on est isolé. Je veux rappeler aussi aux gens, je rappelle à ceux qui nous écoutent à la radio qu'on est au 3e Forum citoyen santé mentale, donc un événement en direct et je veux mentionner aux gens de la salle, s'ils ont des questions pour M. Paul Morin, on pourra vous inviter à approcher le micro tout à l'heure sur le sujet justement dont on parle actuellement. Donc, M. Morin, vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke, comme on le disait. Parlez-nous un petit peu plus de vos recherches, parce qu'on parle, j'imagine, vous avez un peu exploré toutes sortes d'avenues. Vous parliez tantôt de pays européens qui sont plus en avance. Enfin, peut-être qu'il y a un aspect sur lequel peut-être que je voudrais insister, là, c'est que, bon, que ce soit dans le domaine de la santé mentale ou dans d'autres domaines, il y a énormément d'intervenants qui vont à domicile. Or, il y a très peu de recherches qui se sont intéressées à qu'est-ce qui se passe quand on va à domicile. Parce qu'aller à domicile, c'est tout sauf banal. Donc, une recherche que j'ai faite avec d'autres collègues comme Henri Dorville de l'UQAM, c'est ce qu'on a appelé la signification du chez-soi et l'intervention psychosociale à domicile. Parce que c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le savoir du proche. Quels sont les savoirs que nous, comme intervenants, on doit posséder pour aller à domicile? Parce que effectivement, rentrer juste quand on pense, on va chez des amis, on franchit le seuil, on rentre dans l'intimité de la personne. Et bon, il peut y avoir des gens, par exemple, dans des équipes de suivi intensif qui vont, que ce soit en protection de la jeunesse, on va leur demander, vérifiez donc si le frigidaire est plein. Comment vous faites ça, là? Est-ce que vous demandez à la personne ou vous trouvez une façon de, entre guillemets, de manipuler pour que la personne vous ouvre votre frigidaire? Il y a des enjeux extrêmement importants quand, comme intervenant, on va à domicile et on doit y réfléchir. Et malheureusement, moi, je trouve qu'on y réfléchit pas assez. Et c'est un peu, on ferait presque dresser une liste, genre les 10 choses à faire pour aider une personne à être mieux dans son chez-soi, peut-être, parce que vous dites, c'est un détail, mais effectivement, c'est quelque chose d'important de voir est-ce que la personne vit, oui, elle peut avoir un chez-soi, mais est-ce qu'elle vit bien? Oui, tout à fait. Et bon, tantôt, par exemple, une participante a parlé, malheureusement, il y en a de plus en plus, semble-t-il, les punaises. Donc, comme intervenant aussi, quand on va, par exemple, je parle à Sherbrooke, je connais moins Montréal, mais à Sherbrooke, par exemple, on va à Estriède chercher un matelas. Bon, est-ce comme intervenant, là, je rentre dans le très concret, mais est-ce qu'on pense à examiner le matelas, le lit, parce qu'il peut y avoir effectivement des punaises de lit? C'est du très concret, du très matériel, mais comme intervenant, comme travailleur social, ou comme n'importe quel intervenant, il faut être très attentif aux conditions objectives de la vie de la personne pour être à même de l'aider et faire en sorte qu'effectivement qu'elle ait un logement et des biens matériels qui soient bien. Oui, je lisais il y a quelques jours justement que les punaises de lit peuvent causer des problèmes de santé mentale. Parce qu'effectivement, on devient fou. Apparemment, j'ai eu des témoignages de gens, puis c'est Oui, on a juste à imaginer. Je me rappelle d'avoir à Radio-Canada, d'avoir déjà entendu un exterminateur raconter là, que les gens, littéralement, leur vie devenait infernale. Et ça, c'est sûr qu'il faut s'adresser à ce problème-là. C'est un fait. Vous vouliez revenir, M. Morin, un peu sur le premier témoin. En fait, on est les gens de la salle ici, avant qu'on entre en ondes, il y avait des témoignages de gens. Il y avait Richard Breton, je pense, qui a témoigné. Vous aviez quelques réactions. Oui, parce que M. Breton a parlé, entre autres, qu'il avait été menotté à l'hôpital de Saint-Jérôme. Soit dit en passant, je suis pas très surpris parce que, comme on s'en rappelle peut-être, l'hôpital de Saint-Jérôme a été le département de psychiatrie de l'hôpital Saint-Jérôme a été dans les manchettes il y a quelques années parce que même l'Ordre des médecins a dénoncé les conditions du département de psychiatrie. Donc, je ne suis pas surpris par rapport à ce que M. Breton a témoigné. Mais le point que je voulais faire, c'est que M. Breton disait que tout ce qu'il y avait, c'est, excusez l'expression, mais c'était de crisser son camp, de quitter le département. Et ça, c'était par rapport à ce qu'il a vécu, mais moi, j'ai souvent entendu, parce que, j'ai travaillé longtemps en défense de droit, les gens, ils peuvent être isolés, ils peuvent être contentionnés. Et l'expérience qui va être traumatisante des services de santé mentale va faire en sorte que par la suite, ils vont refuser des services. Et donc, ça, c'est important de faire ce lien-là entre ce qui se déroule en département ou en hôpital psychiatrique et comment ça va se dérouler dans la vie des gens. Et c'est important, effectivement, de questionner, je n'ose même pas appeler ça un traitement, cette façon-là d'agir par rapport à certaines personnes. Par association
d'idée, je voulais faire un autre point par rapport à des expériences traumatisantes, c'est que dans la littérature aussi, on parle de plus en plus de gens qui ont vécu des expériences traumatisantes à domicile, comme le fait par exemple il y a quelques années, on avait eu une publicité à la radio par rapport, on voyait une jeune fille qui était toute recroquevillée sur son lit et on disait on m'a agressé dans ma chambre à moi. Donc cette personne-là, sa sécurité ontologique avait été mise à mal et ça l'avait, dans la littérature, ce qu'on dit, c'est que des personnes qui peuvent avoir vécu ce type d'expérience-là dans leur nid, parce que le chez-soi, c'est un lieu, la maison, elle est là pour nous protéger. Donc, lorsque la maison ne nous protège plus, ça peut nous affecter pour notre vie entière par rapport à l'expérience que l'on va avoir de notre logement, de notre chez-soi. Donc, ça ici, c'est un aspect aussi que je pense qu'on doit tenir compte comme intervenant lorsqu'on va à domicile, par exemple. J'inviterais les gens, s'il y a des gens qui ont des questions, à s'approcher. Il y a certainement des gens dans la salle qui pourraient vous donner un micro, en fait. Est-ce qu'il y a des gens déjà prêts ou si vous voulez attendre un petit peu? Il y a quelqu'un, oui? Oui, bonjour. Je m'appelle Marie Doutan. Bonjour, alors, Marie. J'ai une question. Bonjour, Yvan. J'ai une question pour Paul. Oui. Alors, moi, j'ai demeuré sur la rive sud de Montréal avec une famille et puis je déplorais le fait que souvent, on nous conseillait de déménager soit à Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, là où il y a, à mon avis, certains ghettos. Et moi, je crois que c'est pas une manière de s'intégrer en étant préalablement étiqueté comme ayant un problème de santé mentale. Est-ce qu'il y a des avancements dans ce sens-là? Parce que ça nuit énormément à la qualité de vie d'une personne quand elle est obligée finalement de se retrouver dans un logement qui n'est pas subventionné parce que ça n'existe pas et de prendre ça sur ses épaules. Donc, on s'appauvrit comme ça et puis c'est un cercle vicieux. Oui, c'est une question de fond, là. Et d'ailleurs, le lieu où on est ici à Pointe-aux-Trembles, je pense que la question de la ghettoisation est un enjeu fondamental. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat en sociologie sur cet aspect-là. C'est pour ça que, sans en faire une religion, ce que la littérature nous dit, lorsqu'on demande aux personnes usagères de santé mentale si on a choisir entre un HLM, un bloc uniquement santé mentale ou un bloc anonyme dans la communauté, de façon très générale, les personnes vont avoir tendance à choisir un bloc anonyme dans la communauté. C'est pour ça que il y a au Québec une coalition qui met l'accent sur le fait que pourquoi au Québec on a de la difficulté à avoir des programmes PSL de supplément au loyer dans le secteur marchand. Le FRAPRU dénonce ça en disant que c'est une subvention aux propriétaires, mais si on se met dans une perspective clientèle, si vous me passez le mot, je pense qu'au Québec on devrait avoir beaucoup plus de PSL dans le secteur de la santé mentale et dans d'autres secteurs pour faire en sorte que ce soit ça faciliterait l'inclusion sociale et on aurait beaucoup moins de ghettos. Est-ce que vous parliez de ghettoisation? Est-ce qu'ici, dans Pointe-aux-Trembles, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup à cause de l'hôpital Louis-H-Lafontaine qui est pas loin, je pense que c'est un endroit où il y a beaucoup d'hébergements. Enfin, c'est pas juste Louis-Hippolyte-Lafontaine. Je veux dire, historiquement, il y a eu Saint-Jean-Bosco, Pinel, Rivière-des-Prairies, Louis-Hippolyte-Lafontaine. Et moi, quand j'ai fait ma thèse de doctorat au début des années 90, j'avais recensé sur l'île de Montréal les lieux où demeuraient les foyers de groupe et tout, et pavillons en santé mentale, toxicomanie, déficience intellectuelle et tout. Et la concentration était phénoménale dans l'est de l'île par rapport à l'ouest de l'île. Là. Et donc, c'était tous des silos qui s'ignoraient. Une ressource en santé mentale, à l'époque, pouvait s'implanter dans une ressource où il y avait déjà une ressource pour ex-détenus. C'est bien évident qu'à un moment donné, les gens ça pouvait être le syndrome du pas dans ma cour, mais les gens de Pointe-aux-Trembles ont fait leur part depuis fort longtemps. Il y a peut-être un moment donné, il faut se poser la question, il y a d'autres solutions. Oui. Avant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre à la salle qui voudrait poser une question. Je voudrais voir avec... il n'y a personne, je crois, pour le moment. Donc, M. Morin, est-ce qu'on a un portrait clair actuellement, par exemple, de l'île de Montréal? Où est-ce qu'il y a des problématiques, ces choses-là? Parce que sans portrait, souvent, on ne peut pas agir. Donc, est-ce qu'on a un bon portrait ou on ne l'a pas encore? Écoutez, bien honnêtement, je ne le sais pas parce que, je connais moins Montréal depuis quelques années. Est-ce qu'il existe un portrait là où on est capable de savoir où sont l'ensemble des ressources résidentielles de santé mentale sur l'île de Montréal? Je pense bien à l'agence, enfin je l'espère du moins. Oui. Est-ce que c'est comme à Toronto ou à Toronto depuis fort longtemps, depuis une vingtaine d'années, tu peux pas implanter, si tu veux développer un foyer de groupe par exemple, tu dois tenir compte où sont dispersés l'ensemble des foyers de groupe pour différentes clientèles à Toronto. Est-ce que ça existe sur l'île de Montréal?
Montréal, bien franchement, je ne le sais pas. Un point que je voudrais faire aussi, c'est que pour être toujours centré sur la question là, du logement, un aspect qui est fondamental, puis qui est, encore une fois, qui réfère aux conditions matérielles des personnes, c'est le fait que les gens, effectivement, la très grande majorité des gens qui ont des problèmes sévères de santé mentale ne travaillent pas. Donc, ne travaillant pas, ils sont sur la sécurité du revenu et vont passer beaucoup de temps à domicile, parce que le paradoxe, c'est un paradoxe par rapport au logement, c'est qu'aujourd'hui, on construit des immenses cabanes, si vous me passez le mot, puis on a de moins en moins d'enfants. Et les personnes qui ont ces immenses cabanes-là travaillent, tandis que les personnes qui sont démunies sont souvent claquemurées dans leur petit studio. Donc, il faut se poser la question, comme société, est-ce que c'est le type de société que l'on veut? Et en plus, dans le fond, quand on dit que c'est bien le logement, avoir un chez-soi, mais c'est bien de sortir aussi pour l'apprécier quand on retourne. Donc, il y a un peu tout ça. Il y a un équilibre à faire dans la vie qu'on n'a pas. Oui, bien, c'est toute la question que j'ai mentionnée tantôt du logement comme vecteur d'intégration sociale. Bon, ça pose l'enjeu, ce qu'on appelle en sociologie, du lien social. Et donc, oui, le logement, c'est important, mais on le sait bien, c'est par le travail que l'on va se socialiser, c'est par la famille, c'est par les amis. Donc, le logement, et en plus, si on a un logement où on peut même pas faire venir nos amis, si on est en maison de chambre, si on a un studio puis un petit appartement d'1,5, pas grand monde qu'on va inviter là. Oui. Bien, M. Morin, c'était fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité à ouvrir le bal donc de cette émission spéciale. Bonne continuité dans vos recherches. C'est donc, on est en direct du 3e Forum citoyen en santé mentale. À Montréal, en direct, donc un toit, un quartier, notre communauté, devant un public. C'est la première fois qu'on fait une émission de Folie douce devant un public, alors c'est assez... Il y a de l'adrénaline, c'est intéressant. Et, écoutez bien ce qui s'en vient. Hello, oui? Papa, c'est Nicole. Je fais une dépression. Germaine, notre fille fait une dépression. Ben voyons, elle est où? T'es où? Je suis à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je viens de te le dire. Je fais une dépression majeure. Notre fille fait une dépression majeure. Ben, ça se peut pas. Il me semble que ça peut pas y arriver. Ben voyons, ça se peut pas. Mais papa, c'est ce qu'ils m'ont dit. Gaston, qu'est-ce qu'elle dit? Je te l'ai dit, elle fait une dépression. Qu'est-ce que je fais? Ben, raccroche. Qui parle? Raccroche. C'est pas notre fille, ça. Chaque tirage n'est pas toujours gagnant. Une personne sur 5 sera atteinte d'une maladie mentale durant sa vie. Nous sommes donc tous concernés. Si elle ne nous affecte pas personnellement, elle peut toucher un proche. Ne raccrochez pas. écoutez présentement l'émission spéciale de Folie douce en direct du 3e Forum citoyen en santé mentale. De retour donc au micro, toujours avec notre foule en délire. On est toujours là. C'est bon. On parle, on blague évidemment.
Dans le bon sens, évidemment, en délire. On est au 3e Forum citoyen, donc en santé mentale, un toit, un quartier de notre communauté. Je voulais juste mentionner, la pub que vous avez entendue, ça a été concocté par les participants de l'organisme communautaire L'Arrivée dans le cadre des ateliers radio que je donne à cet endroit-là. Donc, c'est un beau travail. Je suis très fier de vous le présenter en primeur aujourd'hui. Donc, on reçoit maintenant Michael Arruda. Bonjour, M. Arruda. Bonjour. Oui, on va éventuellement ouvrir les micros dans la salle s'il y a des questions par rapport à notre entrevue. On parle bien sûr de logement, de santé mentale. Vous êtes proprio et on vous invite en fait à ce titre-là parce que vous avez d'autres implications aussi en santé mentale. Quel est le rôle d'un proprio justement dans toute cette question-là de logement, santé mentale? Comment vous pourriez expliquer ça aux gens? Ben, je dirais comme propriétaire, je pense qu'il faut, comme monsieur a dit tantôt, monsieur Morin qui a dit tantôt, on a comme société, on a un choix à faire. Et comme propriétaire, je pense qu'on a effectivement à aider ou à participer au niveau de la société. Et c'est-à-dire que, comme propriétaire, d'accepter et d'avoir des gens qui ont effectivement des problèmes de santé mentale. Oui. Et comment on peut convaincre, parce qu'il y a toujours, on parlait du pas dans ma cour, là, c'est presque un cliché, mais c'est vrai, là, les gens, c'est beau en parler, mais quand c'est le temps d'agir, c'est une autre chose, là, d'avoir quelqu'un à proximité de soi. Là, on a toujours peur, il y a des gens qui sont pas, à part les gens qui sont comme nous ici, en fait, on est conscientisé à la question, mais en général, la population a peur de la santé mentale. Effectivement, il y a beaucoup de stigmatisation, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de tabous encore dans la société. On en parle de plus en plus, mais veut pas, ça existe encore. Et on le voit, je l'ai vécu, je l'ai vu comme propriétaire, qui avait des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale chez nous. Et juste au niveau du voisinage, au niveau des autres locataires, pas dans ma cour, qui est très particulier. Comme propriétaire, je le vivais au même temps que la personne, qui est très particulier. Parce que si tout le monde dit pas dans ma cour, finalement, on recrée un ghetto quelque part qui est pas dans la cour de personne, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut que les gens s'intègrent en société parce que c'est ça la santé, c'est d'avoir des gens de toute origine puis de toute problématique, si on veut. Là. Exactement. Et on le voyait très rapidement. J'ai vécu une situation où ce que la personne qui avait un problème de santé mentale, j'ai la bâtisse qui m'appartient, est dans le nord de la ville, près de la rivière, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes itinérantes, de personnes qui ont des problèmes de santé mentale très bien. Et la personne qui venait chez nous avait un problème de santé mentale, autochtone, vraiment ne rentrait pas dans le décor de l'endroit. Et au début, j'ai eu beaucoup d'appels des policiers qui allaient, parce que la personne, soit qui allait quêter des cigarettes dans le parc ou il arrêtait les autos au milieu de la rue. Et puis, les policiers, premièrement, quand ils se faisaient appeler, ne croyaient pas que la personne restait dans le coin. Dans ce coin-là. Et au niveau des autres locataires, au niveau des autres voisins, d'avoir quelqu'un qui avait un problème de santé mentale, il y avait beaucoup de pression. Et je comprends beaucoup de propriétaires qui ne vont pas dealer avec cette situation-là, qui refusent ou qui se trouvent une excuse de ne pas prendre ces gens-là. Comment avez-vous, vous qui êtes conscientisé à la question, comment avez-vous pu... est-ce que ça s'est bien passé d'abord, l'hébergement ou le séjour de la personne chez vous? Oui, il y a eu des difficultés au début, mais les affaires se placent quand on comprend la situation, quand on est à l'aise avec le sujet, quand on a d'aide des intervenants de l'extérieur. Juste comme propriétaire, d'avoir quelqu'un, puis on n'est pas capable de parler avec quelqu'un d'autre ou aller chercher de l'aide à l'extérieur, c'est plus difficile. Quand on a des intervenants de l'extérieur avec qui on peut parler, avec qui on peut partager, trouver des solutions, c'est pas mal plus facile. Comme propriétaire, comment on peut démystifier simplement auprès de ses voisins, auprès du voisinage, pour rassurer tout le monde de dire, écoutez, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une explication à plus finir, il faut que ça soit clair et précis et court, surtout. Et c'est sûr que, effectivement, moi, qu'est-ce que je faisais pour assurer le voisinage et mes autres locataires? Parce que c'est une bâtisse qui a plusieurs locataires. C'est de dire, regardez, si jamais vous avez un problème, vous m'appelez. Et je vais me déplacer pour aller le voir. Puis au début, je me déplaçais assez souvent. C'était juste de dire, je comprends, vous n'êtes pas habitué, mais j'essaie de dire, regarde, je le connais, ça va bien. Si vous avez un problème, appelez-moi, je me déplace, puis je vais aller vous rencontrer. C'est juste le fait de rassurer les gens, comme quoi qu'ils peuvent appeler quelqu'un en cas de problème. Ça les rassure déjà, sans rentrer trop dans le détail, puis le pourquoi, puis comment ça se fait. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup quand même de propriétaires à votre connaissance qui sont ouverts à cette question-là un peu partout à
à Montréal? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même pour la cause, en fait? Je pense que il y en a pas mal. S'ils sont conscientisés, s'ils sont rassurés, si ils ont quelqu'un qui peut référer, je pense qu'il y en aura pas mal plus de propriétaires qui seraient ouverts à ça. C'est sûr que quand on connaît pas, quand on le sait pas, quand on peut pas se virer, quand on peut pas se référer à quelqu'un d'autre, ça devient plus difficile. Parce que veut pas, comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup de stigmatisation, de tabous, de préjugés encore qui existent. Et veut pas, le propriétaire, à la fin du mois, son but à lui, c'est de se faire payer pour payer ses dépenses. Ouais. Et s'il est pas sûr, s'il commence à avoir des plaintes de plusieurs personnes, à ce moment-là, c'est plus difficile d'avoir des propriétaires qui embarquent. Oui. Je vous pose un peu la même question que notre premier invité, M. Morin. Donc, pourquoi c'est important de s'intéresser à la question du logement et de la santé mentale? Pourquoi on est souvent bien convaincus, mais pourquoi les gens devraient s'y intéresser? C'est fondamental. Je me dis, regarde, c'est le processus de finalement s'intégrer. Je me dis, sans logement, sans un endroit, un chez-soi, comment qu'on peut effectivement commencer à travailler sur nos problèmes de santé. Et c'est la base, je pense, fondamentale, c'est d'avoir un endroit où on peut coucher, puis qu'on est à l'aise, puis en sécurité. C'est pour ça que je me dis toujours, regarde, il faut qu'on commence par ça, par avoir un endroit, un chez-soi, une maison, un toit, pour effectivement commencer à dealer avec tous les autres problèmes. Oui. Est-ce qu'il y aurait des commentaires, des questions dans l'auditoire qui voudraient justement commenter sur les propos peut-être de M. Arruda? Premier intervenant, peut-être? Oui, bonjour. Mon nom est Sonia Côté, l'Institut Douglas. J'ai coordonné le projet Chez Soi, qui est un projet de recherche en itinérance et en santé mentale. Et quand j'ai vu Michael assis au micro, je veux juste vous mentionner qu'il a été le premier propriétaire qui a accepté d'héberger, de louer un logement à un itinérant qui a un problème de santé mentale. Et ça nous a... Oui, vraiment. Bravo. Ça nous a vraiment donné beaucoup confiance, en tout cas aux équipes, quand on a vu cette qualité de propriétaire, qu'on était sur la bonne voie et on pouvait poursuivre. En fait, on en a recruté à l'intérieur de 15 mois 73 propriétaires. Et à la fin du projet, donc au 31 mars 2013, nous en avions toujours 70. Comment on fait pour travailler avec les propriétaires? Quel genre de partenariat nous devons établir? Nous devons être extrêmement sérieux et rigoureux. Et nous devons l'apprendre. C'est quelque chose qu'on a appris, je dirais, de peine et de misère, avec beaucoup d'erreurs, de ratés, mais aussi beaucoup de succès. Et une des choses que nous avons appris, c'est que nous devons parler, écouter, agir rapidement avec beaucoup de flexibilité à n'importe quelle heure de la nuit et du jour pour répondre pas juste aux propriétaires, mais aussi aux voisins, à la communauté qui s'inquiète par moments, qui ne connaissent pas du tout ce que c'est une personne qui parle seule, qui pense qu'elle va être extrêmement dangereuse. Puis parfois, elle l'est aussi, donc il faut intervenir. Donc, ça a été tout un apprentissage et Michael a été un de ceux qui nous a aidés à apprendre. Et juste une anecdote, une de nos premières personnes qui a habité chez Michael, c'était une personne qui avait comme rêve de pêcher. Donc son immeuble est tout près de l'eau. Et Michael, comme cadeau d'arrivée, je pense que vous lui avez offert une canne à pêche. C'est pas mal. Alors, c'est une très belle histoire et on en a tout plein comme ça avec nos propriétaires privés. Merci. Il faudra vraiment qu'on passe au prochain. Merci. C'est des très bons commentaires. Il y a plusieurs intervenants puis on veut absolument les entendre. Merci beaucoup. Hein? Merci. Très apprécié. Oui, prochaine personne. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Marie Brault. Je suis travailleuse sociale à l'Institut universitaire en santé mentale. J'y travaille depuis 3 ans, mais auparavant, je travaillais dans l'ouest de l'île, dans un hôpital général qui s'appelle St. Mary's. Et ce qui me frappe en changeant
comme ça d'organismes. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que Louis H a tout un réseau organisé et tout ça, ce qui fait qu'il n'y a pas de réseau parallèle qui s'est développé autour. Des propriétaires privés, puis toutes les ressources communautaires. Bon, il y a tout un réseau parallèle quand il n'y a pas de réseau institutionnel comme celui qu'il y a à Louis H. Donc, moi, j'essaie en ce moment de trouver des ressources comme ce que vous proposez, de trouver des propriétaires qui sont prêts à travailler, de trouver des gens qui ont des ressources privées puis qui sont prêts à travailler avec une équipe traitante en collaboration. C'est un souhait, donc merci. C'est une belle suggestion. Prochain intervenant, on a peu de temps qui reste à l'entretien. Bon, encore moi. Bonjour, Marie. Bonjour, Yvan. Je te connais par ta voix, je te vois pas. Oui, OK, pas de problème. Bon, écoutez, moi, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sur la Rive-Sud, puis il y a un organisme qui s'appelle Réseau d'habitation chez soi, pour lequel j'ai été fièrement présidente pendant 5 ans. Puis, c'est un organisme qui est très utile, justement, auprès des propriétaires et des personnes qui se cherchent un logement n'importe où, pas nécessairement dans des blocs spécifiques, là, qu'on appelait ghetto tout à l'heure. Donc, il y a une équipe qui est en place, qui accompagne justement le propriétaire, qui informe le propriétaire, qui rassure le propriétaire et qui aussi répond aux demandes de la personne. Donc, c'est tout un système qui se met en place et je vous dirais que c'est c'est une réussite, ça fonctionne très bien et même par la suite, il y a un suivi. On n'en arrête pas là, aussitôt que la personne a un logement, on continue. Puis, vraiment, c'est une belle innovation. Merci Marie. Donc, dernière personne, peut-être. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Non, ça va? C'est beau? OK. Alors, M. Arruda, peut-être avant de terminer, on a encore une couple de minutes. Les pistes d'action concrètes qu'on pourrait mettre en place, avez-vous réfléchi à ça? J'imagine que quand on rencontre des enjeux, comme vous mentionniez tantôt, on se dit, comment on pourrait agir pour que ça améliorer certaines choses, réduire des irritants, choses comme ça. Avez-vous déjà quelques idées à ce niveau-là? Oui, effectivement, je réfléchis souvent à la question comment on peut aller chercher d'autres propriétaires au niveau privé pour prendre ou accepter des gens avec des problèmes de santé mentale. Et je me dis, si c'était possible de démystifier, si on a quelqu'un, de démystifier la santé mentale, il y a beaucoup de travail à faire encore et c'est une belle journée aujourd'hui de commencer à démystifier puis d'en parler de logement. C'est auprès des propriétaires. Comme propriétaire, est-ce qu'on peut aller effectivement aller les rencontrer, démystifier, trouver d'autres façons de faire? Je pense que ce serait un vrai début pour... Et peut-être d'avoir des histoires positives, un peu comme on racontait tantôt. C'est une belle histoire, mais il y a sûrement une centaine d'histoires comme ça. Je vous dis que chez nous, la bâtisse que j'ai, c'est un 7-plex, 7 appartements. Et dans ces 7 appartements-là, il y en a 3 personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et je vous dis qu'au début, quand ils arrivent, c'est sûr que c'est déstabilisant, mais je vous dis qu'après ça, quand on connaît ces gens-là, quand les gens vont bien, c'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment, je pense que c'est moi qui ai eu le cadeau d'avoir ces gens-là, parce que j'en ai appris autant avec eux, comment ils vivent. Tu sais, des fois, on prend des affaires pour acquis, et quand on comprend leur situation, le montant, il y a beaucoup, comme M. Morin a dit tantôt, qui vit sur l'assistance sociale. Et quand on voit comment ils font, moi, j'arrive toujours, je comprends pas toujours comment ils font pour vivre avec les moyens qu'ils ont. C'est vraiment quelque chose, juste au niveau de transport. Des fois, on prend pour acquis, on dit, on veut-tu aller nous rencontrer à tel endroit? Et on prend pour acquis que la personne a l'argent pour se déplacer. Et quand on pense à ça, ça prend 3$ pour se déplacer, 6$ aller-retour. Ouais. Et ils ont besoin de ces 6$-là pour effectivement vivre, pour manger. Et la personne n'a pas nécessairement une carte mensuelle parce que ça voilà, devient trop... Exactement. Et nous, on prend ça pour acquis. Et c'est de dire comment ils font pour effectivement vivre avec ces montants-là. C'est quelque chose à revoir. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et, il reste quelques secondes. Donc, merci. Puis bravo encore d'être propriétaire ouvert puis d'avoir donné la chance aux gens de vivre dans un environnement, justement, comment on pourrait appeler ça, là, de différentes origines ou de différents... je sais pas comment vous diversifier. Un environnement diversifié. Je cherchais le mot. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. On s'arrête pour une courte pause, tout le monde, et on est de retour au micro à l'émission spéciale, donc, 3e Forum citoyen en santé mentale, un toit, un quartier, notre communauté sur Folie Douce.
Vous écoutez présentement l'émission spéciale de Folie douce en direct du 3e Forum citoyen en santé mentale. Bien, nous sommes de retour donc au 3e Forum citoyen santé mentale devant un public ici. Donc, on est au centre communautaire Roussin sur la rue Notre-Dame-Ouest. Ouest, on est rendu on est plutôt dans l'Est. Alors, c'est un événement qui est organisé par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Beaucoup de gens ont participé à cette organisation-là qui va passer justement toute la journée. Beaucoup d'activités prévues. On est bien sûr en direct jusqu'à 11h à l'émission Folie douce spéciale et on a entendu des invités fort intéressants, mais on a 3 nouveaux invités qui sont aussi très intéressants. Donc, Chad Chouinard, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Bonjour. On a Anne Grenier, bonjour. Bonjour. Oui, il faudra que tu t'approches un petit peu, s'il te plaît, Anne. Et Richard Breton, ici aussi, ça va être la même chose. Merci, bonjour. Oui, bonjour. Alors, avant qu'on entre en ondes, on était derrière un rideau ici, on vous entendait témoigner devant l'auditoire, en fait. Chacun, vous avez un peu une histoire à raconter. On parle de logement dans cet événement-ci. Donc, je commencerai peut-être avec Chad. En fait, l'hébergement, pourquoi, je pose encore la même question que les 2 autres invités, mais pourquoi c'est important de s'intéresser à la question du logement et de la santé mentale? Est-ce que tu peux commencer? Bien, un peu comme M. Morin mentionnait, au niveau de quand on a un toit, en fait, si on parle si on regarde la pyramide de Maslow, pour les professionnels, la connaissent tous, c'est quand on a un toit puis on a nos besoins de base, mais on peut faire en sorte qu'on peut aller aller plus loin vers une réalisation qui mène au rétablissement, en fait, qui mène à la pleine citoyenneté. Donc, c'est important d'avoir un toit, ça sécurise aussi. C'est un chez-soi. Et puis, ça permet, d'avoir un endroit où on peut aussi se retirer, se ressourcer, se recueillir et aussi avoir son intimité. Parce que c'est important de se retirer quelquefois de la société. On a besoin d'un endroit. On dit, c'est pas tout le monde qui est pareil. Il y a des gens qui ont besoin de voir des gens souvent, mais il y a des gens qui ont besoin des fois des répits puis de dire, je veux me retirer, je veux avoir un chez moi que je suis capable de barrer puis j'ai l'autonomie, en fait. C'est un peu ça, là. Ça rejoint le besoin de base, comme tu parlais tout à l'heure. De ton côté, Anne, est-ce que tu peux mentionner pourquoi c'est important, pourquoi on s'intéresse, pourquoi c'est important de s'intéresser, puis d'essayer de trouver des solutions au niveau de l'hébergement, au niveau du logement surtout, et de la santé mentale, d'après ton expérience? Bien, d'après mon expérience, c'est que c'est un besoin, c'est essentiel, ça fait partie des 4 activités là, de toute entité vivante, qui est manger, dormir, s'accoupler et se protéger. Donc, le logement, ça fait partie de se protéger. Oui, absolument. Voilà. C'est ça, c'est notre environnement puis notre endroit à nous. Là. Oui, c'est ça. Du côté de Richard, tantôt, Paul Morin nous mentionnait certaines informations qui sont quand même assez dramatiques dans ton cas. Est-ce que maintenant, qu'est-ce que tu dirais au niveau justement de l'importance de s'intéresser au logement et à la santé mentale? Approche-toi bien, s'il te plaît. Moi, personnellement, là, je suis en appartement autonome. En tout cas, c'est un terme utilisé par les docteurs, mais c'est un appartement, dans le fond, HLM. Moi-même, ça a pris... comparé dans le temps que je restais dans le bois, c'était... Tu sais, j'allais une fois au village, une fois par mois, quand je recevais mon chèque de 530. J'avais pas les moyens de payer un logement. Ça prenait quoi, 450. Comme ça, tu as ton hydro, tu as ton téléphone. Puis là, j'allais au village, je payais 20$ pour une douche, puis ça valait, ça valait le 20$. Oui, ça valait sûrement. C'est ça. C'est un 20$ bien dépensé. Oui, c'est ça. Puis là, j'achetais des provisions, j'en remontais dans le bois pour un mois. Avoir son logement, j'ai un 3,5. Je l'ai décoré à mon goût. Là, ma blonde peut venir rester à coucher. Mon gars, mes enfants peuvent venir rester à coucher. Je peux avoir un chien, un chat. Mais c'est difficile à avoir accès. C'est c'est la liste d'attente qui est difficile. Ça m'a pris 7 ans. J'ai appliqué en 2006. Puis, quand ils m'ont appelé, dit on a un logement de libre, ils me donnaient 24 heures pour prendre une décision. Je ne l'ai même pas visité. Il fallait que je dise oui. Mais j'aurais dit oui pareil. Au pire, t'aurais pu dire non sur place. Non, mais si je disais non, j'étais 1 an sans réappliquer. Okay. Puis après 1 an, je réapplique, puis je tombe à la fin de la liste. Okay. Ça m'a pris déjà 7 ans pour avoir ma ordre.
que je voulais pas, j'aurais pris n'importe quoi. Là. Donc, les différentes réalités, parce que c'est un peu ce que vous avez mentionné tout à l'heure dans votre témoignage avant qu'on entre en ondes, mais vous avez différents types de logements. En fait, vous habitez de façon différente. Comme Chad, dans ton cas, je pense que tu es chez tes parents. Est-ce que j'ai habité pendant de nombreuses années chez mes parents. Maintenant, je suis en appartement. Et comment tu vois? Comment que ça fonctionne? En fait, comment est-ce que c'est sécurisant quand même ça paraît drôle de dire qu'on est chez ses parents, mais quelquefois, ça nous donne une sécurité, surtout peut-être financière, de dire oui, ça donnait une sécurité. C'est sûr que mes parents m'ont donné un bon encadrement. C'est sûr qu'ils m'ont aidé financièrement, mais au niveau pour la réintégration sociale, en fait, pour me réintégrer ou pour que je devienne plus autonome, parce que comme je mentionnais tantôt, on est quand on est avec notre famille, le danger, c'est de rester dans cette zone de confort-là. Puis de rester aussi, quand on a une problématique de santé mentale, mais on a rapidement le réflexe de se dire, on s'auto-stigmate en disant, c'est ça ma réalité, je vais rester avec mes parents. Donc, le fait d'avoir vécu en milieu familial, ça a fait en sorte que j'ai commencé mon rétablissement beaucoup plus sur le tard. Donc, avoir eu un intervenant qui m'aurait pris plus jeune, où j'aurais eu une continuité dans mon accompagnement, un service en lien avec, au niveau de me développer, au niveau au niveau de la croissance personnelle, puis pour atteindre un mieux-être, un mieux-vivre avec la société, parce que j'ai été longtemps réfugié dans ma famille. Puis mes parents n'étaient pas des personnes qui demandaient de l'aide. C'est ça qui est souvent qui arrive. Il y a beaucoup de services, mais quand les parents ne veulent pas parce qu'ils ont peur de demander de l'aide, ou ils ont honte. Le mot est ça. Mes parents ont eu honte, en fait. Puis tantôt, quand Monsieur Morin disait pitcher les gens, là, les travailleurs sociaux pitchent les gens dans les ressources. Mais c'est plate à dire comme mot, mais moi, mes parents, c'est ça, ils ne voulaient pas me pitcher dans ces ressources-là. Est-ce qu'il y avait peur d'affronter peut-être la situation, de dire on va un peu cacher la réalité? Oui, c'était ça en fait, de ne pas me pitcher dans les ressources, mais d'un autre côté, ça m'a permis d'apprendre sur le tard qu'il existait des ressources. Intéressant. Ton côté, Anne, je pense que on mentionne ici que tu vis en appartement avec soutien. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre avec soutien? Est-ce qu'on a de l'aide? Est-ce qu'on a une aide? Et concrètement, c'est quoi? C'est de compter sur quelqu'un pour une fois par semaine? Ou est-ce qu'en tout temps, est-ce que tu peux appeler quelqu'un pour dire j'ai besoin d'aide? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, de la façon dont tu vis? Je vis dans un appartement autonome. Mais je suis juste à côté du temple Hare Krishna que je fréquente. J'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de support, parce que je suis pas mal isolée. Alors, je vais chercher mon support là. Je suis à même le temple. Alors, c'est ça qui m'aide beaucoup. C'est comme mon sentiment d'appartenance. Alors, est-ce que tu as toujours vécu de façon autonome en appartement, ou tu as vécu d'autres choses? J'ai toujours vécu de façon autonome, mais depuis presque 5 ans que je demeure à côté. Oui. Mais j'ai eu des problèmes parce que j'ai quand même un grand 4,5, puis j'ai besoin de coloc pour m'aider financièrement. Puis particulièrement dans la dernière année, j'ai eu 2 colocs qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Alors, et ça, c'est un enjeu important, l'argent. Comment on peut réussir à avoir un logement adéquat sans avoir une mesure particulière, par exemple, du 25 %? C'est comme par exemple, dans mon cas à moi, je suis en appartement, mais c'est une réalité. Le fait, moi, je vis dans un appartement, mais j'ai la chance de vivre dans un appartement qui appartient, les propriétaires, c'est mes parents. Donc, j'ai la chance, bien sûr, de pouvoir bénéficier de, si on veut, d'un prix modique. Oui, la négociation est plus facile. La négociation est plus facile, oui, mais
Mais à ce niveau-là, oui, au niveau économique, c'est difficile au niveau du logement parce que moi, éventuellement, c'est sûr que je veux aller j'essaie éventuellement d'avoir un logement, là, pas de là, c'est de type familial, mais ma condition financière, en fait, le fait que je travaille pas à temps plein, tout ça, le fait que, bon, je me suis rétabli, ça me permet d'être là, mais en fait, il faut qu'il y ait plus de logements, comme tantôt on parlait, de logements plus abordables, parce que s'il y aurait des logements davantage plus abordables, ben je prendrais l'initiative davantage d'aller en appartement, pas au-dessus de mes parents, là, mais ailleurs dans la société. Qu'est-ce que vous pensez du côté, on parlait tantôt de ghetto, puis de faire des appartements. Est-ce que vous êtes pour la mixité, en fait, des appartements avec des gens de toute origine? Est-ce que vous aimez mieux ça, ou si ce serait préférable d'avoir des fois des appartements plus... puisqu'on se comprend, des fois, on parle de père aidant, c'est pas mauvais des fois d'avoir quelqu'un qui a vécu des problèmes de santé mentale près de soi, parce qu'on peut quand même... on connaît de quoi on parle. Mais est-ce que c'est important pour vous de se mixer finalement dans la population en général quand on parle de logement? Moi, je pense qu'il faut être dans la vision de la pleine citoyenneté, il faut être hétérogène, non pas homogène. Ouais. Faut pas, c'est ça, les ghettos, c'est l'homogénéité de l'ensemble de la population. C'est ça qui fait donc la diversité, puis le fait d'être différent, puis d'apprendre de nos différences. Moi, je crois, comme je salue le monsieur monsieur de tantôt, Michael. Oui, Michael Arruda. Qui son initiative de prendre des personnes dans son logement qui a des problématiques de santé mentale, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui sont ouverts à ça. Donc, ça serait quelque chose à travailler et à développer, à sensibiliser. Parce que souvent, quand on mentionne qu'on a un problème de santé mentale, ben c'est ça. On va aller... On va envoyer dans les quartiers où sont situés les personnes, ils vont les mettre dans les ghettos. Ouais, mais c'est important d'avoir cette diversité-là qui va permettre, en fin de compte, de tranquillement, pas vite, de normaliser les choses. Et c'est sûr que la personne qui a une problématique de rétablissement avec des gens de type, entre guillemets, normaux, qu'est-ce que la normalité? Mais va faire en sorte qu'elle va s'épanouir davantage parce qu'il va côtoyer plusieurs types de personnes. Et ces gens-là vont s'épanouir aussi en côtoyant des gens qui ont des problèmes de santé mentale. On le disait tout à l'heure, puis c'est vrai, hein, les gens ont intérêt à fréquenter des gens qui ont eu des problématiques, qui ont beaucoup à apprendre. De votre côté, est-ce que la mixité est importante au niveau des... Oui, mais des deux côtés. Quand je suis en appartement supervisé, c'est plus... en tout cas, tous les gens qui sont là, c'est des personnes avec santé mentale qui nous comprennent. Mm-hmm. Mais quand tu tombes en appartement, comme là, je remarque, je ne vais pas le dire annoncer aux voisins que j'ai un problème de santé mentale. Ouais. J'essaie de garder ça, mais ça fait plus... je me sens plus citoyen, mais je veux pas le dire à voix haute. On prend pas le porte-voix pour dire non. Voici, je suis arrivé. C'est intéressant. Anne, veux-tu commenter un petit peu? Il reste quelques instants. Peut-être, est-ce qu'on a des pistes d'action concrètes? Est-ce qu'on vous auriez des pistes vraiment, des objectifs qu'on pourrait peut-être mettre de l'avant? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer en fait la situation du logement? C'est sûr que ça se passe au niveau politique, en fait, au niveau de l'organisation un peu plus formelle des choses, de la réglementation. Donc, on sait que il y a beaucoup de logements, de condos qui se bâtissent, peu de logements d'HLM. Donc, je pense qu'on a grandement besoin de logements à prix modique pour des personnes qui ont des situations précaires, en fait, au niveau de la santé, au niveau de la santé économique aussi. Puis avoir un toit, en fait, c'est important parce que je pense que le fait d'avoir un toit, c'est d'être mieux en soi, puis ça permet aussi
ce fait d'avoir un toit fait en sorte que, ça l'améliore la santé mentale. Oui. Donc, il devrait avoir plus d'initiatives. Je sais que c'est des enjeux économiques, mais il devrait y avoir plus d'initiatives dans ce sens-là à penser, parce qu'on sait que le problème de santé mentale s'en va pas en diminuant. On dit qu'en 2020, ça va être la maladie la plus répertoriée après le cancer. Donc, ça s'en va en augmentant, donc il faut s'arrimer. Tout de suite. C'est important. Ouais. Merci beaucoup à vous trois, Chad Chouinard, c'était fort intéressant. Anne Grenier, Richard Breton, merci. Et merci surtout d'avoir eu le courage ça prend des gens comme vous pour qu'on comprenne encore mieux les réalités. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission. Merci. Je vous rappelle qu'on est au 3e Forum citoyen en santé mentale jusqu'à 11h. Un toit, un quartier, notre communauté. On poursuit après la pause. Hello, oui? Papa, c'est Nicole. Je fais une dépression. Germaine, notre fille fait une dépression. Ben voyons, elle est où? T'es où? Je suis à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Pourquoi? Pourquoi? Ben, je viens de te le dire. Je fais une dépression majeure. Notre fille fait une dépression majeure. Ben, ça se peut pas. Il me semble que ça peut pas y arriver. Ben voyons, ça se peut pas. Mais papa, c'est ce qu'ils m'ont dit. Gaston, qu'est-ce qu'elle dit? Je te l'ai dit, elle fait une dépression. Qu'est-ce que je fais? Ben, raccroche. Qui parle? Raccroche. C'est pas notre fille, ça. Chaque tirage n'est pas toujours gagnant. Une personne sur 5 sera atteinte d'une maladie mentale durant sa vie. Nous sommes donc tous concernés. Si elle ne nous affecte pas personnellement, elle peut toucher un proche. Ne raccrochez pas. Vous écoutez présentement l'émission spéciale des Folies douces, en direct du 3e Forum citoyen en santé mentale.
Quelques mots pour conclure cette émission qui a passé toujours très vite. Cette émission de Folie douce spéciale, donc en direct au centre communautaire Roussin, donc sur la rue Notre-Dame-Est. Un événement donc organisé par l'Institut universitaire en santé mentale. Je tiens à remercier nos invités qui ont été fort généreux de leur temps et de leurs propos. Donc, on a eu en début d'émission Paul Morin, donc professeur à l'Université de Sherbrooke, qui nous a parlé justement de sujets intéressants de recherche, qui donc très intéressant aussi. On a eu Michael Arruda en tant que propriétaire qui a pu partager comment c'était l'expérience d'un propriétaire au niveau de l'hébergement de gens qui ont des problèmes de santé mentale. On a eu avant justement la pause Chad Chouinard, Richard Breton et Anne Grenier qui ont témoigné eux-mêmes de leur vécu donc en logement. Et donc tout ce beau monde était ici avec nous. Je tiens à remercier le comité organisateur, donc Jocelyn Bisson, Mario Blais, Chad Chouinard, Richard Breton, Joanne Dumas, Luc Legris, Jean-François Pelletier, et Christiane Saucier et Karina Sierres. Et je remercie aussi beaucoup Laurence Robichaud qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation de cet événement. J'espère que j'oublie personne. Merci à notre technicien Pierre Laporte. Merci à Miguel Gréco ici de Radio Centre-Ville qui nous a aidé à tout organiser pour que ça soit bien audible. Et merci à Chelem Malo qui a joué à la queue de veau un peu entre l'auditoire et nous-mêmes. Donc c'est Yvan Bugeaud. Je souhaite de passer une bonne semaine et c'est une émission donc spéciale de Folie douce. On est de retour la semaine prochaine pour une émission régulière. Merci à tout le monde et bonne journée. Au revoir.